Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, la République de Platon. Alors, oubliez tout de suite l'image du vieux livre poussiéreux qui parle de politique. On va voir que, en fait, son vrai sujet est beaucoup plus intime et franchement, toujours d'actualité. Quand on entend parler de la République de Platon, l'idée qui vient tout de suite en tête, c'est celle d'un projet politique, une sorte de mode d'emploi pour construire la société idéale, la cité parfaite. C'est l'idée reçue la plus tenace. Mais en réalité, le cœur du projet est ailleurs. Le véritable voyage que propose Platon n'est pas à l'extérieur, dans la cité, mais bien à l'intérieur de nous. Ce livre est avant tout une plongée fascinante dans la psychologie humaine, presque un manuel pour trouver l'harmonie en soi. Ok, la première clé pour vraiment saisir ce livre, c'est cette notion d'ordre. Mais attention, Platon ne parle pas de l'ordre dans la rue, avec des policiers à chaque coin, non. Il parle de l'harmonie qui peut, ou qui devrait, régner à l'intérieur de chacun d'entre nous. Pour Platon, notre âme, c'est un peu comme un attelage de chevaux. Imaginez. La raison, c'est le cocher. C'est elle qui tient les rênes, qui sait où il faut aller. L'émotion, notre cœur, c'est un des chevaux, un cheval noble, courageux, qui tire dans la bonne direction. Et puis, il y a nos désirs. C'est l'autre cheval, tout aussi puissant, mais beaucoup plus sauvage, plus imprévisible. Pour que l'attelage avance droit, chacun doit jouer son rôle, sans essayer de dominer les autres. C'est une image incroyablement puissante qui a inspiré pas mal de théories sur notre psyché bien plus tard. Et ça, ça change complètement notre définition de la justice. Pour Platon, la justice, ce n'est pas d'abord une question de loi ou de tribunaux, c'est un état d'équilibre intérieur, une sorte de santé de l'âme. Quelqu'un de juste, ce n'est pas juste quelqu'un qui obéit aux règles, c'est quelqu'un dont le monde intérieur est bien orchestré. D'accord, mais comment on arrive à visualiser cet équilibre intérieur? C'est un peu abstrait, non? Alors là, Platon a une idée de génie. Il va nous demander d'imaginer une cité entière dans ses moindres détails, juste pour nous aider à comprendre comment fonctionne notre propre âme. C'est la grande analogie qui structure tout le livre. Le parallèle est direct, regardez bien. Tout en haut de la cité, on trouve les gouvernants philosophes. Ils dirigent avec sagesse. Ils représentent notre raison. Juste en dessous, il y a les gardiens, les protecteurs, les soldats de la cité. Eux, ils sont l'équivalent de notre courage, de nos émotions nobles. Et enfin, à la base, on a les producteurs, les artisans, les agriculteurs, qui nourrissent la cité. Ils symbolisent nos désirs, nos appétits. Du coup, la justice devient quelque chose de très simple, mais aussi de très profond. C'est quand chaque rouage de cette grande machine, que ce soit la cité ou notre âme, reste à sa place et fait le travail pour lequel il est fait. La raison ne cherche pas à anéantir le désir, et le désir ne cherche pas à prendre le contrôle. L'harmonie, elle naît de cette coopération. Alors, si on suit cette logique d'un ordre parfait, où la raison est aux commandes, ça nous amène directement à l'une des idées les plus célèbres et, disons-le, les plus radicales de Platon. Qui est légitime pour diriger? C'est un paradoxe incroyable, non? Pour Platon, les seules personnes qui méritent le pouvoir sont précisément celles qui n'en veulent pas. Un bon dirigeant, selon lui, ne court pas après la gloire ou l'argent. Il ne cherche qu'une chose, la vérité. Son ambition, c'est de comprendre ce qui est juste, et c'est ça, et uniquement ça, qui le rend apte à gouverner. D'accord, mais comment on devient un tel dirigeant? On n'est pas comme ça. Platon répond avec son histoire la plus connue au monde, l'allégorie de la caverne. Et ce n'est pas juste une belle histoire, c'est le véritable parcours du combattant, le programme éducatif et philosophique que le vrai leader doit traverser. Le futur dirigeant commence comme tout le monde, prisonnier au fond de la caverne à prendre des ombres pour la réalité. Son éducation, c'est une sortie forcée, hyper douloureuse, vers la lumière aveuglante de la vérité. Et là-haut, il ne découvre pas juste des informations, il contemple l'essence même des choses, ce que c'est que la justice en soi, le bien en soi. Mais le voyage ne s'arrête pas là. Une fois qu'il a vu ça, il a le devoir de retourner dans l'obscurité. C'est pour ça qu'il gouverne, pas par ambition, mais par devoir envers ceux qui sont encore enchaînés. Mais il faut être très clair, si la République a traversé 2400 ans d'histoire, ce n'est pas parce qu'elle donne des réponses toutes faites. Au contraire, c'est parce qu'elle nous force à nous poser des questions fondamentales et souvent assez dérangeantes. D'ailleurs, l'héritage de ce livre est complètement paradoxal. Il a été vu comme une source d'inspiration pour des sociétés idéales, des utopies, mais aussi comme le plan de base pour des régimes totalitaires, des dystopies. Sa nature radicale fait qu'il peut être interprété de manière diamétralement opposée. Ce débat il se cristallise vraiment au XXe siècle autour de deux grandes lectures. D'un côté, on a le philosophe Karl Popper. Pour lui, c'est clair. La République est le plan d'une société fermée, totalitaire, où l'individu est écrasé. De l'autre côté, on a Léo Strauss, qui dit « Attention, vous n'avez rien compris.
Pour lui, Platon savait très bien que cette cité était impossible à construire. C'est un idéal, un modèle théorique, fait pour nous faire réfléchir aux limites de la politique. Le débat reste ouvert. Platon était-il un visionnaire ou le premier des totalitaires? Finalement, la République nous laisse avec cette question, celle qui est posée dès le début du dialogue. Même si personne ne regarde, même si être injuste semble parfois beaucoup plus rentable, pourquoi choisir d'être juste? Et la réponse de Platon, c'est que l'injustice, même la plus secrète, est une maladie de l'âme. Être juste, c'est simplement être en bonne santé psychique. Une question qui, 2400 ans plus tard, continue de résonner en chacun de nous.